tout d'abord, je vous présente mes excuses pour ce départ un petit peu tardif, mais on va y aller maintenant. Alors, pour cette conférence, démystifier la fidélisation des collaborateurs, les attentes et les aspirations des professionnels de l'immobilier. C'est un espace conférence avec Optim Home et Digitare Group qui se compose de Capifrance et de Optim Home. Pour vous en parler, je vais appeler auprès de moi Nathalie Gardès, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis le maître de cérémonie de l'animation de cette conférence. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir Karine Marchand, DRH oui, du groupe Altarea. Merci. Yann Géano, président du groupe La Forêt. Thomas Venturini, président de Liberkeys. Et Olivier Colcombé, donc président du Digitare, qui donc rassemble Optim et Capifrance. Merci beaucoup. Donc je vais peut-être vous laisser vous présenter peut-être un peu plus amplement par rapport à vos fonctions et par rapport à ce sujet assez rapidement quand même, parce qu'on a pas mal de questions à balayer. À vous. Bonjour, donc Karine Marchand, je suis la DRH du groupe Altarea. Depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Donc Altarea, un des premiers promoteurs en France qui intervient à la fois en promotion immobilière, commerce et qui se diversifie aujourd'hui en logistique urbaine, panneaux photovoltaïques, data center, etc. Donc on est 2000 salariés dans le groupe aujourd'hui pour un chiffre d'affaires qui d'environ 3 milliards d'euros, ça dépend des années. Yann. Bonjour, Yann Janot. Moi, je suis président du réseau d'agences immobilières La Forêt, donc un réseau qui vient de fêter ses 32 ans d'existence. La Forêt, ce sont 720 agences immobilières, 4800 professionnels. On intervient sur tous les métiers de l'immobilier de proximité, donc la vente, la location, la gérance locative, le syndic de copropriété, l'immobilier commercial et un peu le viager. Et chiffre clé, 25 000 ventes par an, 25 000 locations par an, 70 000 lots en gestion locative et 15 000 en syndic de copropriété. Thomas. Bonjour à tous, ravi d'être là. Donc, moi, je suis président fondateur de Liberkeys, beaucoup plus jeune et beaucoup plus petit que mon homologue La Forêt. On a 5 ans, on fait nous, à peu près 1000 transactions l'an dernier. On a 2 activités, une activité B2C, donc on a un réseau de mandataires immobiliers, et on a une activité B2B, on développe de la technologie à destination des professionnels de l'immobilier à travers d'une marque qui s'appelle Dome, qu'on commercialisera à partir de l'année prochaine. Donc sur la partie Liberkeys, on est aussi très heureux du coup d'avoir une croissance assez forte sur notre réseau de mandataires, puisqu'on est passé de 40 à 120 mandataires sur les 10 derniers mois. On a également doublé notre panier moyen par transaction. Et donc, on se pose toujours les questions de comment est-ce qu'on attire les bons profils, ceux qui vont être compétents et performants, justement pour faire croître notre beau projet qui est Liberkeys. Voilà. Merci. Olivier. Oui, bonjour à tous. Merci Nathalie. Donc, je suis le CEO de Digitare. Donc, c'est les marques Capifrance, Optim. Et on a un site qui s'appelle Dreamkey, qui s'appelle dorénavant Tout va bien. Comme on est là pour parler people, collaborateurs, je ne vais pas vous dire combien j'ai de l'eau, etc. On fait 220 millions et ça suffira. L'objectif, c'est vraiment, pour moi, d'échanger avec vous sur les attentes et aspirations des collaborateurs salariés. Et dans mes équipes, j'ai la chance d'avoir des collaborateurs et des conseillers en immobilier indépendant, ce qu'on appelle vulgairement des mandataires. Voilà, donc, et précédemment, j'ai fait 20 ans dans le jeu vidéo, qui est encore des populations encore plus tech que ceux qu'on peut avoir dans nos groupes. Et j'espère pouvoir partager aussi cette expérience de profil. Donc, je m'occupais de 60 pays, pour ceux qui connaissent FIFA, NHL, EA, It's in the game. Donc voilà, et je trouve que c'est intéressant parce que l'immobilier, qui plus est à Reims, ouvrant la tech, on a tous beaucoup de collaborateurs en tech, ici d'ailleurs, et c'est l'angle que je serais ravi de partager avec vous
sous la baguette de Nathalie. Je voudrais qu'on puisse lancer le PowerPoint. Je n'ai pas la main. Super, merci beaucoup. Je sais pas, ça marche pas, je n'arrive pas à transiter avec... Ok, ça marche. Bien, donc on va commencer. Alors ce sujet, donc le sujet de la fidélisation, on l'a compris, dans le secteur immobilier, il est quand même crucial. Il y a un taux de rotation quand même qui est très important. On peut se poser, alors on va se poser 3 questions. Déjà, donc pourquoi un collaborateur est fidèle? Pourquoi il faut donc le fidéliser? Comment on peut le fidéliser et quels avantages on peut proposer? Ce qui marche pas. Donc je vais commencer avec Karine Marchand. Pourquoi fidéliser finalement? Alors pourquoi fidéliser? Déjà pour ne pas avoir à recruter. Okay. Parce que recruter, ça prend du temps, ça coûte cher, et dans un marché de l'immobilier où jusqu'à quelques mois on était vraiment en pénurie de ressources, c'était extrêmement compliqué. Alors le nerf de la guerre, c'est d'avoir les meilleurs professionnels pour délivrer les résultats. 2, parce que être fidèle et être fidèle dans le temps, ça démontre quelque part qu'on est bien dans l'organisation, qu'on est bien dans l'entreprise. Moi, je bosse pour un entrepreneur qui a fondé son entreprise il y a une petite trentaine d'années, et donc il est extrêmement attaché à cette fierté d'appartenance, si je peux aller jusque-là, et de marque employeur. Et quels sont les premiers ambassadeurs d'un groupe ou d'une activité? Ce sont les salariés. Donc c'est extrêmement important, cette fidélité. Et puis, 4 ou 3, j'avais écrit aussi, en fait, c'est s'assurer d'avoir les bonnes personnes. Je m'explique. C'est toujours compliqué d'intégrer une activité, un groupe, de comprendre les codes, les fonctionnements, les organisations. Et lorsque nous avons des collaborateurs qui sont fidèles dans le temps, nous avons la capacité de leur proposer des évolutions de carrière qui leur permettent de passer d'un job à l'autre, donc de changer si tel était leur souhait, et de nous assurer que toute la phase d'intégration, de compréhension de l'environnement, elle est déjà acquise. Bon, on a vécu un petit peu cette pandémie. On est post-Covid, bien sûr. Maintenant, on est dans une autre situation qui est la crise immobilière. Est-ce que donc, ces situations ont redéfini les enjeux de la fidélisation? Est-ce que cette fidélisation, aujourd'hui, se pose dans d'autres termes? Est-ce que vous pourriez nous faire votre analyse là-dessus? Alors, la particularité avec le confinement, c'est qu'on a eu la flexibilité dans le travail, pour ne pas dire du télétravail, mais très soudain et soumis. Donc il a fallu très rapidement faire un virage et faire du change management. Finalement, ça a mobilisé les énergies, ça a été assez positif. Donc ça, c'était la phase 1, j'ai envie de dire, avec une certaine notion d'éloignement. Alors tant sur les mandataires, puisqu'on n'avait plus de formation et de rendez-vous en région. Donc ça, c'était la faiblesse qui a entraîné le modèle. Ensuite, on a eu une phase intermédiaire. On a repris le chemin du campus. Certains collaborateurs dans la phase 1 continuent à venir parce qu'ils avaient besoin de lien social, ils ne pouvaient pas travailler de chez eux, ils n'avaient pas d'espace, c'était pas quali. Donc ils souffraient finalement de l'éloignement. Puis ensuite, on a eu le retour, et c'est ceux qui s'étaient installés confortablement qui, là, ont plutôt souffert de revenir. Puis on a toutes des populations à intégrer, pour la culture d'entreprise, pour le savoir-faire, pour la transmission de savoir. Si les expérimentés, sachants, on va les appeler, sont chez eux et que les nouveaux sont au bureau, les pauvres, le transfert, c'est 0. Ou c'est très très faible. Donc on voit bien qu'on a commencé dans la phase intermédiaire à avancer finalement de façon désynchronisée. Et je crois qu'on peut dire que fin 2023, on a retrouvé un équilibre. Nous, on est allé jusqu'à 4 jours de télétravail. On a demandé à nos managers d'être plus présents pour effectivement mieux porter les projets, mieux accueillir les nouveaux. Et là, la pression est revenue sur le management intermédiaire. Je pense qu'on en reparlera, parce que le rôle des managers dans la transmission d'informations, dans la transmission du savoir, dans la transmission de la culture d'entreprise est clé. Et ça repose beaucoup sur eux, donc il y a un vrai effort à faire, parce que ça passe par les talents, bien évidemment. Yann, sur aussi cette analyse un petit peu de changement, quelles sont les motivations aujourd'hui au départ des collaborateurs? Est-ce que ça a changé par rapport à avant? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait que les gens partent? Et pour quelles raisons ils partent aujourd'hui?
Alors, on va parler essentiellement des populations commerciales. Je dirais qu'il y a deux mots qui traduisent le changement et qui sont intimement liés au marché immobilier et au changement de rythme du marché immobilier. Et ces deux termes, ce sont la désillusion d'un côté et la professionnalisation de l'autre côté. La désillusion parce que durant des années fastes, une partie de notre industrie a laissé croire que du jour au lendemain, sans formation, sans expérience, sans savoir-être, on pouvait devenir un champion de la transaction immobilière et avoir une rémunération de cadre supérieur. Et beaucoup sont venus dans le métier avec cette vision, cette ambition, avec des chiffres de l'immobilier qui affolaient les compteurs et se sont rendus compte finalement que l'immobilier, comme toutes les activités, ce n'était pas simplement un job, mais c'était un métier avec une couverture assez large, technique, de background, et qu'il fallait du temps également pour appréhender ce métier. Et deuxième mot-clé, c'est la professionnalisation, parce que c'est vrai qu'on est passé, et on peut se le dire entre nous, d'un marché immobilier relativement fluide, avec des volumes de transactions qu'on n'avait jamais enregistrés, où il ne suffisait, entre guillemets, que de rentrer un mandat de vente. Et le travail de la transaction immobilière, c'était uniquement de rentrer un mandat de vente. Derrière, si je force un peu le trait, peu importe le prix, le mandat se vendait tout seul parce que l'argent n'était pas cher et tout le monde devait devenir propriétaire. Il y avait des nouveaux projets qui étaient nés. Et on est passé maintenant, depuis 18 mois, sur un marché professionnel à 360, qu'on adore, qui nous fait vraiment plaisir, où là, il faut de nouveau soigner sa prospection, de nouveau travailler avec précision sur la détermination du prix, qui devient crucial, sur la conviction au moment du mandat, sur le suivi du mandat de vente. Et puis même chose, il faut aller chercher les acquéreurs. On sait que les acquéreurs sont moins nombreux au rendez-vous, donc il faut aller chercher du lead, être présent, et ça passe pas uniquement par une page Instagram. Et puis derrière, découvrir ces acquéreurs, découvrir leur capacité de financer, découvrir l'urgence de leur projet, les engager sur un projet, et puis suivre la vente, suivre le financement, sans parler des contraintes de rénovation énergétique. Et ces deux phénomènes, finalement, ont poussé une partie des collaborateurs qu'on rencontre chez nous ou qu'on rencontre à l'extérieur, à parfois partir et à quitter leur emploi dans l'immobilier en se disant ce boulot, il est quand même maintenant extrêmement large, à 360 degrés, et je ne suis pas nécessairement bien formé ou je n'ai pas envie de le faire de cette manière. Merci. Donc, bon, on voit bien que finalement, pour fidéliser, bon, déjà, il y a la motivation à rester. Ce qui transparaît un petit peu à travers le discours d'Olivier Combet, c'est que, à travers cette analyse, certains voulaient rester chez eux, certains voulaient revenir. Donc, on voit qu'il y a des besoins, hein, peut-être des priorités, des valeurs. Donc, bon, moi, je suis universitaire. Hein, dans la littérature, on parle d'encre de carrière. Ces encres de carrière, finalement, c'est ce qui va guider les choix des collaborateurs. Alors, il y en a plusieurs. Sans être universitaire, vous les connaissez. Certains ont besoin d'évoluer, d'aller vers des postes de manager, d'expertise. Certains ont besoin d'autonomie, d'équilibre de vie. On parlait de télétravail. Bon, voilà, besoin aussi de serviabilité. Bon, tout ça, en fait, pour fidéliser, il faut quand même savoir ce qui intéresse le collaborateur. Alors, on va le voir. Ça dépend. En fait, chaque désir est individuel et puis ça va dépendre aussi peut-être des moments de vie. Donc, j'avais conduit une grosse étude sur la fidélisation. Alors, elle portait uniquement sur les professionnels de l'immobilier, les vendeurs. Donc, on couvre un sujet plus large. C'est quand même intéressant d'exploiter ces résultats par rapport à ça. Donc, je vais laisser la parole un petit peu à Thomas. Donc, vous voyez, on voit à travers ces diagrammes des différences suivant les générations déjà. Puis, on le verra ensuite suivant les statuts. Donc, j'aimerais un petit peu que vous me parliez de votre vision de cette analyse des résultats, comment vous les interprétez, s'il vous plaît. Oui, en effet, déjà, je suis très content de pouvoir parler du people, des collaborateurs ici, parce que et je pense que c'est aussi un sujet d'avantage compétitif par rapport à d'autres entreprises. Le people, c'est celui qui va faire le produit ou le service, et le produit et le service, c'est ce qui va faire le chiffre d'affaires. Et donc, si on a des bons people et que c'est bien organisé et qu'ils sont heureux d'être là et fidélisés, en effet, on va derrière générer davantage de chiffre d'affaires. Et donc, je pense que c'est au cœur de la stratégie d'une entreprise d'avoir des bons people. Et donc, par rapport aux millennials, donc je
suis ravi d'être réquisitionné pour intervenir sur les millennials. On a en effet une moyenne d'âge très jeune chez Liberkeys. Nous, ce qu'on observe, c'est que déjà, il y a deux populations. Il y a la population des collaborateurs de l'entreprise, des collaborateurs salariés de l'entreprise, donc le siège. Et ensuite, il y a en effet les collaborateurs qui sont des entrepreneurs sur le terrain et qui sont des conseillers immobiliers, en tout cas chez nous. Et donc sur la partie population salariée, on a en effet vu des évolutions. Moi-même, je l'ai vécu puisque je suis 35 ans et donc je fonctionne différemment de ceux qui ont 25 à 30 ans. On observe quand même une volonté de vouloir changer de travail tous les 2 à 3 ans, assez fréquemment, parfois même de secteur et parfois même de typologie de fonction. Et donc du coup, ça amène une difficulté pour l'entreprise qui est de pérenniser une fonction et de pérenniser aussi une culture d'entreprise. Donc ça, il faut le traiter plutôt différemment et de personnes qui vont être plus âgées, qui vont être plus en recherche de stabilité, qui vont aussi être plus en recherche de stabilité par rapport à leur vie personnelle. Ils vont avoir des enfants, ils vont avoir une famille, ils vont avoir des crédits potentiellement. Et donc du coup, ils vont rechercher dans une entreprise plus sur la longueur et donc vont se poser des questions différentes. Donc la fidélisation et les outils de fidélisation vont être différents selon les populations en effet qui vont être concernées. Je pense que c'est ce que reflète pas mal ce graphe. Oui, et donc en fait, ce qu'on voit bien, effectivement, il y a des phases de vie. Alors, effectivement, en termes d'infidélité, la 18-35 ans est effectivement une population peut-être qui a envie de bouger, qui se découvre, et c'est normal, on est en pleine évolution professionnelle. Peut-être à un moment donné, quand on est un petit peu plus âgé, on sait ce qui nous convient, qui ne nous convient pas. Et par contre, rien d'étonnant non plus à ce que l'autonomie soit quelque chose, une recherche, une priorité clé de cette population-là. Donc peut-être voir, c'est effectivement sur cette tranche l'évolution professionnelle, ce désir, on voit bien le management, l'envie de gérer, de prendre des responsabilités. Bon, on abordera, je ne développe pas parce qu'il y aura des sujets là-dessus, mais c'est assez intéressant de voir ça. Ce qui était intéressant aussi, donc encore Thomas là-dessus, c'était en fait, on voit bien que si on compare les deux populations, salariés et agents co, eh bien dans les désirs et les aspirations, c'est un peu le yin et le yang. Donc est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus, ou peut-être Olivier, Thomas ou Olivier, n'importe. Non, mais je pense qu'en effet, je pense qu'il faut vraiment différencier différentes choses parce qu'on traitera pas différemment, on traitera différemment un salarié d'un indépendant et d'un job de conseiller immobilier d'un autre job. Le job de conseiller immobilier, nous, on s'est aperçu de ça avec le temps et avec la sueur, mais on s'est aperçu que donc on avait les deux activités. On avait l'activité agent salarié, conseiller immobilier salarié et conseiller immobilier indépendant. On a d'ailleurs toujours les deux fonctions chez nous, ce qui est une particularité de Liberkeys. On avait une grosse frayeur au lancement de Liberkeys d'avoir des conseillers indépendants parce qu'on se disait on n'aura pas la main sur le processus, on n'aura pas la main sur les opérations qui seront suivies exactement comme on l'entend pour délivrer une expérience client écrite et qu'on a envie de délivrer comme on l'entend. Et donc on a commencé avec des conseillers immobiliers salariés. En fait, on s'est aperçu que malheureusement, le marqueur très fort de compétences et de performance d'un conseiller immobilier, c'est le temps. C'est d'avoir fait 2 ou 3 ans minimum d'immobilier pour commencer à avoir un pipe de clients, commencer à être recommandé et donc être moins sur la prospection, mais plus du nurturing de stock. Et ça, c'est un marqueur très fort de performance. C'est aussi un métier qui est très protéiforme et donc qui demande une polyvalence vraiment importante, de savoir faire du légal, de la communication, du commercial, etc. Et donc ça demande quand même du temps avant d'acquérir toutes ces compétences. Et qu'on ait 45 ans et une carrière derrière soi, ou 25 ans et aucune carrière. Et donc c'est très difficile du coup de lancer une entreprise et de réussir dans l'immobilier avec des business développeurs, des populations de 25, 26, 27 ans qui vont rester malheureusement 2-3 ans. Et donc on a à un moment donné lancé en effet la partie indépendante, donc on a quelques années de recul dessus, et on s'est aperçu que du coup c'était plus complet en termes de compétences. C'était des personnes qui étaient là pour une carrière longue, plus pour 10 ans, parce que c'était leur entreprise. C'était des personnes qui se posaient des questions différemment.
c'était aussi des personnes qui avaient une expérience client qui était, alors ça se joue à quelques centièmes, mais qui était quasiment équivalente, voire supérieure à celle des salariés, alors qu'on n'a pas la main exacte sur les opérations et le process de la manière dont ils conduisent l'expérience client. Donc en fait, on s'est aperçu que c'était hyper pertinent d'avoir des conseillers immobiliers indépendants, entrepreneurs, et qui, voilà. Je pense que... Oui, vous voulez Ouais, je vais réagir, rebondir. Olivier, juste un petit peu. En fait, quand on manage une équipe, un groupe, moi je considère qu'on n'a qu'une équipe. Ensuite, on peut avoir des CDI, des CDD, des stagiaires, et il s'avère qu'on a des agents mandataires. Donc nous, on a à peu près 5000. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que mes collaborateurs ont une moyenne d'âge bien inférieure à mes conseillers. Deuxième constat, avec des attentes différentes. Pour beaucoup des conseillers, c'est souvent une deuxième, voire une troisième vie, parfois 4, mais alors que les jeunes qui arrivent, on leur dit dès le début, tu auras probablement, je crois qu'on dit maintenant 9 phases professionnelles. Donc on voit bien que les attentes sont différentes. Les collaborateurs étant plus jeunes, ils sont plutôt allés chercher l'apprentissage, soit je veux être manager, soit je veux être un pur technicien. Le conseiller, il va plutôt chercher son autonomie et il prend plutôt son plaisir, si je puis dire, dans la relation, dans le côté relationnel. Je gère des clients, j'ai une grande proximité. Donc on doit, nous, jouer sur des effets de levier, sur des leviers qui sont différents pour, bien évidemment, animer une équipe qui doit être cohérente. C'est une chaîne de valeur, mais avec des attentes et des motivations qui ne sont pas toujours alignées. Et ça, c'est un vrai challenge, sachant que côté conseiller, la particularité, c'est quand nous, on a beaucoup de conseillers qui ont plus de 10 ans, parce que nos deux réseaux sont anciens, et ils ont aussi, dans la relation First, ils ont aussi cette particularité de recréer une relation du groupe au sein du groupe. J'ai ma team, si je puis dire. Moi, j'aime bien parler de promotion. Donc, tous ceux qui sont rentrés en 2010, par exemple, ils ont une affinité entre eux. Et c'est le groupe dans le groupe. Donc, bien évidemment, il ne faut pas que ce groupe crée plus d'attachement que celui à la marque. Parce que si vous en avez un qui part ou deux qui partent de ce groupe, vous avez toute la grappe qui se détache. C'est un peu un essaimage. Ça, bien évidemment, pour nous, c'est tout sauf intéressant. Donc on doit vraiment s'assurer que dans ce partage de sens, on répond bien aux besoins des uns et des autres. Merci Olivier. Donc, on a commencé à parler un petit peu relation. La relation, elle prend un point important dans je reste ou je reste pas, en fait. Alors, relation, bien sûr, avec son manager, avec ses collègues, mais aussi, et donc c'est ce qu'a montré mon étude, aussi avec ses clients, qui est un ancrage. Donc, l'importance de cette relation client, et donc en termes de symétrie des attentions, de discipline aussi, par rapport aux clients toxiques, c'est quand même important parce que c'est aussi ce qui va fidéliser. Là, je vous montre, encore une fois, c'est uniquement sur la population, donc agents co et salariés, donc plutôt dans la transaction. On voit finalement, je vous ai dit, les priorités, donc c'est d'avoir de bonnes relations. Deuxième arrive le style de vie, donc l'équilibre, vie professionnelle, vie privée, le dévouement, le besoin de service et aussi l'autonomie. Donc je vais redonner un petit peu la parole à Karine Marchand. On voit bien cette relation qui prend du poids, un poids beaucoup plus important aujourd'hui. Ça re-questionne quoi en fait, cette notion de relation? Tout d'abord, pas d'effet générationnel sur tout ce que vous venez de dire. Donc il n'y a pas une tranche d'âge qui veut des relations et puis d'autres qui sont plutôt sur ça. Je pense que ça, c'est un point important. Moi, je suis toujours extrêmement sensible à ne pas catégoriser entre les jeunes veulent ça, les vieux veulent ça, etc. Et notamment quand on parle de la question du sens. Parce qu'il y a quelques cheveux blancs en plus des miens à côté, en dehors de vous. C'est pas une histoire d'âge. Donc on bosse depuis quelques années et on cherchait déjà du sens à ce qu'on faisait. Donc pour moi, ça c'est un point extrêmement important. J'avais envie de marquer un point qui est avant Covid et après Covid. Voilà. On a tous pensé, on a voulu penser que ça ne changerait rien. On a assez rapidement voulu revenir à une vie qu'on appelait normale. On ne savait pas très bien ce qu'était la normalité. Mais force est quand même de constater que ça a mis en exergue un certain nombre de choses, et notamment le sujet de la relation, que moi je traduirais de la manière suivante. Le Covid nous a permis de rentrer les uns chez les autres,
de manière très pratico-pratique. 16 mars 2020, on se retrouve tous à la maison et on découvre le Teams pour ceux qui ne l'avaient pas complètement encore intégré. Et ben en fait, moi je suis rentrée chez les collaborateurs, parce que même quand on floute derrière, on est quand même dans le bureau ou dans la maison de la DRH, et je suis dans le bureau ou dans l'espace personnel. Au-delà du symbole, en fait, je trouve que ça a fait tomber un certain nombre de barrières sur ce qu'on pouvait dire, pas dire, assumer ou pas assumer dans l'entreprise, et notamment le sujet des émotions, que je lie intimement à l'aspect relationnel, hein, bien évidemment. Je n'ai pas oublié votre question. Et cette porosité que nous avons entre ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de chez nous, à l'extérieur dans l'entreprise, mais également la porosité entre l'entreprise et son environnement extérieur, non pas uniquement sectoriel. Donc avant, on s'intéressait à nos principaux concurrents. Qu'est-ce que font les concurrents? Qu'est-ce que nous on fait? On se compare. Alors avant, c'était il y a bien longtemps, peut-être 25 ans, mais en tout cas, ça s'est très largement atténué, où aujourd'hui, on est intimement lié à ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit sur un plan politique, géopolitique, social, climatique, etc. Et tout ça, cette porosité renforce en fait l'aspect relationnel dans l'entreprise et l'importance qu'on y attache autour de « je suis un individu dans un système ». Et moi, individu dans ce système, je revendique d'être considéré en tant que tel. Et donc, ma parole, mes envies, mes besoins doivent être pris en considération. Je dirai la suite après. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Et, Yann, cette quête de sens, vous l'avez ressenti, hein, donc relation, quête de sens. D'ailleurs, il me semble que ça a été le soutien de votre décision de créer une fondation. Est-ce que vous pouvez nous parler alors de la formation, mais surtout voilà, de ce qui a soutenu ça et en quoi, finalement, ça participe justement à cette fidélisation du collaborateur? C'est vrai que je reviens sur ce qui vient d'être évoqué. On est passé d'un modèle schématiquement où on avait sa vie personnelle à la maison et sa vie professionnelle au bureau à un modèle où on bosse à la maison et on a une vie sociale maintenant extrêmement développée au bureau. Et c'est vrai que le sens apporté par une entreprise nous a semblé évident, et on avait un certain nombre de démarches qui étaient initiées. On était engagé sur du mécénat avec la fondation I Love You notamment, qui est ici, et d'autres fondations. On avait décidé depuis 2017 de participer à la reforestation de notre beau pays en replantant un arbre pour chaque transaction immobilière. Et on a voulu mettre tout ça dans un sens pour structurer d'abord notre approche du mécénat, et pour montrer qu'on pouvait être agent immobilier, faire du chiffre d'affaires et à côté avoir un rôle dans la société. Et ce rôle, on a essayé de le définir autour du mieux vivre ensemble. Et surtout, on s'est rendu compte que ça allait être un levier extrêmement important pour embarquer les franchisés, les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs. Et on a décidé donc assez rapidement de lancer des appels à projets au sein du réseau pour proposer aux régions composées de franchisés, composées de collaboratrices et de collaborateurs, pour leur proposer de porter des projets qui étaient décorrélés finalement de leur quotidien et qu'on allait cofinancer par l'intermédiaire de la fondation, voire financer totalement. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des régions qui allaient passer des journées en bord de mer au profit de Surfrider Foundation pour nettoyer les plages, au lieu d'être au quotidien auprès de leurs clients. C'est pour ça qu'on voit dans quelques jours des équipes qui vont aller aménager un logement intergénérationnel avec la Fondation Habitat et Humanisme. C'est comme ça qu'on a vu régulièrement, on a fait 4 courses solidaires cette année au profit de plusieurs associations. L'association Abbé Pierre, par exemple, Tout le monde contre le cancer. Et on a un feedback extrêmement positif de nos collaboratrices, de nos collaborateurs qui nous disent « c'était génial, on s'est retrouvés dimanche à courir ensemble pour une cause qui nous concerne ou qui ne nous concerne pas, mais finalement on crée j'aime pas trop dire qu'on crée une famille à l'emploi parce que
c'est pas tout à fait vrai, mais on crée un état d'esprit différent et on se retrouve dans un sens commun qui est celui du travail au quotidien et des missions qu'on a à accomplir au quotidien et du rôle qu'on remplit soi-même, que son entreprise remplit ou que sa marque remplit. Aujourd'hui, on est pleinement satisfait et on croule sous les projets dans les régions. On est très très régulièrement sollicité et de plus en plus. Donc on retourne très très positif sur l'association de la Fondation La Forêt avec les collaboratrices et collaborateurs du réseau La Forêt. Merci. Thomas, donc bon, on a vu le sens, je reviens encore un peu sur les relations, la relation avec les clients comme source de satisfaction au travail et d'engagement organisationnel finalement. Quelle est votre analyse sur le sujet? Je pense que vous avez mis peut-être quelque chose en place en lien avec ça, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Oui, c'est vrai. Non, mais déjà, moi, si j'avais pas besoin de gagner d'argent, je serais peut-être en train de faire du bateau à l'heure actuelle. Donc, tout à fait, on ne l'a pas abordé, mais effectivement. Oui, mais je pense que c'est nécessaire de rappeler aussi qu'on travaille principalement tous pour gagner de l'argent. Une fois qu'on a dit ça, on gagne de l'argent, il y a une partie de la population qui a le choix de faire ce qu'il veut de sa vie pour gagner de l'argent, et donc parce qu'il a des compétences ou parce qu'il a du talent. Et une fois qu'on a dit ça et que l'entreprise s'est posé cette question-là, du coup, elle doit être attractive parce que ce qu'on veut, c'est recruter des personnes qui ont le choix parce que c'est ceux qui vont être les plus compétents, c'est ceux qui vont avoir le plus de talent. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va recruter et fidéliser les bons éléments, ceux qui vont vraiment produire et apporter un avantage compétitif à l'entreprise. Et donc, partant de ça, on s'est posé en effet beaucoup de questions sur la manière d'être attractif pour recruter. Donc je trouve génial ce que vous faites à La Forêt. On essaie de le faire aussi, d'avancer sur des sujets RSE. Donc on essaie par exemple de créer des circuits de remise de meubles auprès d'Emmaüs à la fin d'une transaction ou même avant que la transaction ait eu lieu. Puisque dans un déménagement, on déménage certains meubles, mais il y en a d'autres dont on ne sait pas quoi faire. Parfois, on va à la déchetterie et il y a des personnes qui pourraient les récupérer. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on avance chez Liberkeys pour justement à la fois avoir un impact, mais en même temps fidéliser des collaborateurs parce que ça apporte du sens, davantage de sens dans leur travail. On est aussi filiale de Crédit Mutuel Arkea, qui est une entreprise à mission et qui œuvre beaucoup du coup sur ces sujets à impact. Et du coup sur la partie écologie, on a eu la chance de faire une fresque du climat, ce qui permet du coup de sensibiliser les collaborateurs, mais qui du coup crée également de la fidélisation. Et puis, donc ça c'est sur toutes les choses internes à l'entreprise. Et on a également travaillé sur des choses externes, c'est-à-dire comment est-ce que la marque en soi rend fier nos collaborateurs de travailler. Et donc je trouve que la fierté, va au-delà du sens et du coup est un marqueur de fidélisation. Et donc sur la fierté, du coup on a travaillé sur la manière dont l'expérience client va être proposée par la marque Liberkeys. Et c'est vrai qu'on a une satisfaction client qui est très très élevée et du coup nous rend fiers. Et de manière à aligner l'ensemble des parties prenantes, donc de la marque, de l'interface de la marque avec son client, donc le conseiller et le client, on a des bonus en interne pour chacune de nos transactions qui sont délivrées auprès de nos conseillers immobiliers en fonction du score de satisfaction qu'ils vont avoir de leurs clients. Donc c'est un alignement et ça va gagner plus d'argent et tout le monde est aligné du coup sur une transaction qui va bien se dérouler, c'est-à-dire qu'elle va être rapide, simple et pratique pour tout le monde. Bien, donc on va continuer. Donc finalement, on se pose la question, on a vu les enjeux, comment fidéliser dans le concret. On voit bien qu'il y a plusieurs actions et notamment peut-être le plus important, c'est le rôle du manager, qui est le véritable capitaine du navire. Donc Olivier, quel défi, quelle nécessité de formation se présente pour la strate managériale si l'on considère finalement que la qualité de la relation en interne déjà, est un facteur clé de la fidélisation des collaborateurs. Donc, est-ce qu'il y a, quel est cet enjeu-là? Alors, c'est intéressant parce que le manager a toujours été un élément majeur. Le Covid l'a quand même mis dans une position un peu plus délicate. Je trouve que sa place, manager une quinzaine de personnes, quand ils sont physiquement présents, c'est un challenge. Quand ils sont là de temps en temps et qu'ils sont là en plus, pas simultanément,
leur tâche s'est quand même sérieusement complexifiée. D'ailleurs, il y a probablement un rêve moins significatif d'être cadre et d'être cadre aux commandes d'une équipe. C'est un élément qui me semble, je ne sais pas si ça ressort dans tes études, mais moi, c'est un sentiment parmi mes collaborateurs. Le deuxième élément, bien évidemment, on a travaillé la partie, j'ai envie de dire, physique. Un campus, de bonnes conditions de travail, que sais-je, des aides à l'écologie, au vélo, tout ce qui permet de se dire mon entreprise est responsable. Et nous, on a retravaillé le mission statement qui est réussir votre projet de vie est notre raison d'être. Et donc, on a essayé de mieux communiquer avec nos collaborateurs et nos conseillers, que le collaborateur, son job, c'est de nous aider, nous, réseau, à faire que la promesse qu'on a fait aux conseillers qui nous rejoignent de se développer en tant que talent et devenir des vrais pros de l'IMO pour en vivre généreusement, alors qu'ils viennent de tout secteur, parce qu'il y a une très grande ouverture. Et les réseaux de mandataires ont 22 ans, c'est Capifrance le plus vieux, ont énormément œuvré pour la formation. Et ça a attiré toute la profession vers le haut, parce que bien évidemment, quand on a 80% de reconversion, eh bien, il faut les former pour qu'ils puissent réussir. Et s'ils ne réussissent pas, on a raté notre mission. Et je crois qu'il faut faire le parallèle avec ce qu'est la leur. Il n'y a pas d'échec plus violent que de faire acheter un appartement, une maison à la mauvaise adresse. Et ça, c'est la responsabilité de nos conseillers. Donc, on a essayé de donner ce sens. Quel est mon rôle dans la prestation d'une transaction? Voilà. Et donc, le manager, bien évidemment, est un relais aussi de communication, de sens. On a lancé la direction de la relation conseiller. Moi, j'ai une petite vingtaine de personnes qui, toute la journée, accompagnent les conseillers quand ils ont une question immédiate. Donc, c'est par téléphone ou c'est par email. Ils ont des taux de satisfaction incroyables. Ça a moins de 2 ans. Ils sont à 97% de satisfaction en interne. Donc, leur réponse apportée aux conseillers en termes de rapidité, pertinence et donc d'être problem solver, de les aider dans leur quotidien pour répondre, eux, à leurs clients rapidement. On voit bien donc, un rôle à tous les niveaux. Au niveau des managers, finalement, ce que disait tout à l'heure Karine Marchand sur il n'y a pas de génération. Donc, c'est vrai que suivant la personne, il va y avoir des besoins, des encres différents. Donc, peut-être ce manager, il est là pour identifier qu'est-ce qu'il va retenir ou pas, quels sont les besoins des collaborateurs, aligner les tâches, les responsabilités, suivre et ajuster, avoir une démarche de care. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas forcément évoqué, mais on est quand même dans le post-Covid où en fait, on ne peut plus parler aux collaborateurs de la même façon qu'avant. Il faut être bienveillant, être dans l'écoute, dans l'empathie. Et finalement, bien souvent, et je vais donner la parole à Yann Giano là-dessus, c'est que souvent, en fait, ce poste de management, en tout cas dans le réseau, les gens évoluent parce qu'ils étaient bons vendeurs sur la performance. Le critère de la performance de vente était un critère pour évoluer vers des postes de management. Et ça, effectivement, quand on voit les compétences derrière, est-ce que ça ne pose pas problème? Quelle est votre analyse là-dessus, Yann? Oui, alors ça a été évoqué tout à l'heure par Olivier, le management intermédiaire, c'est deuxième ligne de management. Alors moi, je vais parler évidemment des agences immobilières et des cabinets d'administration de biens, puisque c'est la manière dont nous sommes structurés. Et c'est vrai qu'on voit que globalement, on a tendance à transformer en manager celui qui faisait le plus de chiffre d'affaires. Et c'est une erreur, parce que le management est présenté souvent comme une récompense. Alors que le management, c'est une compétence, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Et on attache pas suffisamment de temps, à mon sens, dans le monde de l'agence immobilière et des cabinets d'administration de biens, à préparer cette deuxième ligne, à la mettre en perspective, à lui expliquer évidemment les techniques de management, mais au-delà des techniques, ce que va réellement être le quotidien d'un manager. Donc nous, on essaye de le faire de plus en plus déjà au niveau du siège du réseau La Forêt. On a une deuxième ligne que l'on prépare, que l'on forme, que l'on réunit au quotidien pour leur donner des perspectives, puis parfois aussi pour les calmer un peu et les freiner un peu, parce qu'on a l'impression en tout cas qu'on a fait le tour de son job et qu'on peut prétendre tout de suite à une promotion. Et si on ne l'a pas, cette promotion de manager, finalement, on est sanctionné.
Donc, on essaye de donner plus de clés de lecture du rôle du manager finalement. Et dans les agences immobilières, même chose, depuis maintenant, on va dire 3 ans, on s'est davantage ouvert aux candidats managers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements de réseau qui étaient dédiés aussi aux franchisés chefs d'entreprise qui sont nos premiers clients et qui sont depuis totalement ouverts aux responsables d'agence ou aux futurs responsables, donc que l'on reçoit également en réunion régionale, que l'on revoit sur des moments d'université également, et on met à disposition un cursus de formation à disposition justement de cette cible qui est le management intermédiaire, pour éviter ce travers de transformer le meilleur performeur en manager, parce que ce n'est pas nécessairement dans ce rôle et dans cette fonction qui va être le plus compétent. Or, on a besoin aujourd'hui, je ne vais pas dire plus que jamais, mais dans ce marché immobilier qu'on connaît aujourd'hui, on a besoin de cadres pour fédérer une équipe, pour lui permettre de retrouver ses fondamentaux, lui permettre de s'engager plus fortement dans les projets immobiliers. D'où cette importance du management intermédiaire. La parole à Karine Marchand. Bon, on voit bien ce rôle. Je pense qu'il y a des choses qui vous ont certainement fait écho. J'aimerais pousser un petit peu la réflexion là-dessus, donc ce rôle du manager, et aussi ce rôle, puisqu'on a parlé de relation, de la proximité qu'on peut avoir, le manager vis-à-vis donc de ses collaborateurs. Elle semble aussi essentielle pour avoir suffisamment d'individualisation et donc de connaissance finalement des besoins. Quelles stratégies et pratiques organisationnelles pourraient être mises en œuvre pour renforcer cette proximité, cette individualisation, et comment ces approches influencent-elles finalement l'engagement et la fidélisation des collaborateurs, et est-ce qu'il n'y aurait pas un bémol dans cette logique de proximité, d'amicalité? Je vais rebondir sur votre remarque de tout à l'heure. Si vous aviez le choix, vous n'iriez peut-être pas travailler. Pour tous. Comment ? Je disais pas, j'en faisais pas un cas. Je rebondis sur ça parce que le philosophe Comte Sponville décrit très très bien ça. Il dit si les salariés avaient le choix, ils viendraient pas. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de se rappeler que nous sommes dans l'entreprise. Quel que soit, j'allais dire, son format, en tout cas dans une notion de travail, de travailler. Et à la fois, on a besoin de beaucoup renforcer, on va dire, on l'a dit, le sentiment d'appartenance, le sens, la fierté d'appartenance, l'envie de se retrouver, les relations, etc. Mais in fine, c'est pour produire quelque chose et apporter de la performance. Donc je pense qu'il faut... Le bémol, je commence par la fin de votre question, c'est de ne pas oublier ça. Et quand on pousse les relations assez loin, on peut vite tomber dans presque de l'amitié, ce que vous appelez l'amicalité. Or, nous sommes dans une relation, en tout cas pour ce qui concerne Altarea, de ce qu'on appelle un lien de subordination, où il y en a un qui achète la prestation à un autre et qui s'appelle la relation de travail. Et donc, cette proximité qui doit être notre leitmotiv, elle n'a de sens que si elle se rapporte à un certain nombre de comportements, d'attitudes qui restent dans le monde professionnel. J'explique rapidement. Ce sur quoi nous, on mise beaucoup, c'est la proximité. La proximité ne veut pas dire que nous sommes forcément dans une relation amicale. Mais la proximité, la transparence, des échanges authentiques, ça c'est la clé de la réussite, il me semble, pour que, on se sente bien dans un environnement de travail dans lequel on passe beaucoup de temps, sans oublier que nous sommes dans une relation de travail. Parce que ce que vous disiez aussi tout à l'heure, il y a l'effet de grappe. Voilà. Vous disiez aussi tout à l'heure, c'est comme si nous étions à la maison. Nous, on revendique effectivement d'avoir un énorme bâtiment, un très beau bâtiment aussi dans lequel c'est encore mieux qu'à la maison. On est même très prétentieux à cet égard, mais on n'est pas à la maison, on n'est pas avec des potes, même s'ils peuvent le devenir à l'extérieur.
Et l'effet de grappe, il est extrêmement dangereux pour l'entreprise parce que finalement, ce côté un peu clanique, communautaire, au sens professionnel du terme, s'il y en a un moment qui est chafouin, il risque d'embarquer tout son microcosme dans les chafouineries et vous n'en perdez pas un, vous en perdez plusieurs en même temps et vous mettez en difficulté le fonctionnement de l'entreprise. Merci beaucoup. Donc, on a vu ce rôle du management de la proximité, la juste distance. Un deuxième point qui est important, c'est de penser aussi parcours du collaborateur. Je parle de la graine à la fleur. Donc, un collaborateur a plusieurs cycles de vie, des étapes qui vont compter pour la fidélisation. Alors, de façon assez concise, Thomas, parce que j'aimerais encore balayer quelques sujets, qu'est-ce que pour vous l'expérience collaborateur? Comment votre entreprise la met en œuvre? Oui, non, mais je vais essayer d'être très court, mais c'est vrai que je crois que je me rappelle d'une stat qui disait que les collaborateurs quittaient généralement l'entreprise à cause du manager. En tout cas, c'était une des causes de départ. Et le manager, c'est en effet un chef d'orchestre d'une équipe qui va avoir différentes fonctions. Et il est là, en effet, pour délivrer, l'entreprise délivre plein de choses à ses collaborateurs pour les attirer et les fidéliser. Ça va être la bonne technologie, la bonne compétence, les formations, pour être heureux dans son travail, parce qu'on est à l'aise et on réussit, parce qu'on performe, etc. Mais derrière, il y a en effet ces sujets claniques ou de coups de mou ou autre. Et donc le manager, il est aussi là pour du coup faire le chef d'orchestre. Et c'est l'interface. D'ailleurs, le middle management, c'est à mon sens un autre avantage compétitif très très important dans une entreprise, puisque le top management, s'il est nul et que l'opérationnel sur le terrain est nul, le middle manager, il saura faire la courroie de transmission, garder les bons, sortir les mauvais. Et du coup partager ou challenger le top management sur la stratégie. Inversement, vous avez un très bon top management, vous avez de très bons opérationnels, un très mauvais middle manager, eh bien ceux qui sont en dessous partiront et ceux qui sont au-dessus communiqueront très difficilement à l'ensemble de l'entreprise. Donc le middle manager est très important. Et donc ça me fait intervenir sur la phase du cycle de vie du collaborateur. On parlait du commercial qui devient manager, je suis d'accord, c'est stupide, c'est presque parfois un cadeau empoisonné de remercier un bon commercial en lui donnant des missions de management, parce que ce n'est pas forcément ce sur quoi il sera performant et donc ce sur quoi il sera heureux. Et d'ailleurs, c'est délicat pour nos entrepreneurs, parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'immobilier, il y en a qui font de l'immobilier, puis au bout de 5 ans ou 10 ans, ils ont besoin aussi de faire quelque chose d'autre en plus. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé le MLM au sein de notre réseau, de manière à accompagner les entrepreneurs qui souhaiteraient continuer de produire, mais également être dans une activité de développement d'organisation commerciale dans laquelle ils pourront aussi partager le savoir, le savoir-faire, et plus être que dans le faire. Et donc, ça, c'est un des cycles qu'on apporte du coup dans la vie de nos collaborateurs entrepreneurs, donc conseillers immobiliers indépendants. Et puis sur la partie interne, et je finirai avec ça, je vais essayer d'aller très très vite, sur la partie interne, on a des cycles de vie. Donc nous, on a des revues annuelles et semi-annuelles. Les revues annuelles sont là pour en effet évaluer la performance et le bien-être de nos collaborateurs. On ne parle pas d'augmentation dans la revue annuelle. D'ailleurs, c'est un autre meeting qui est fait à part pour justement séparer l'évaluation de la performance et l'augmentation salariale ou la promotion. Et sur l'évaluation des performances, on évalue pour 50% de manière objective les résultats par rapport aux objectifs fixés. Et pour 50%, on évalue l'adéquation aux principes de pilotage de Liberkeys. Alors, c'est quoi les principes de pilotage? Eh ben, c'est des guides du comportement dans l'entreprise. Typiquement, on en a un qui explique que le client est notre ROI ou notre roi. Donc on peut le voir des deux manières, parce qu'un client heureux, c'est quelqu'un qui va payer. Et donc, on va noter si votre comportement dans l'entreprise est dirigé vers une meilleure expérience client ou une amélioration de l'expérience client que Liberkeys va délivrer. Et donc, ça permet d'aligner encore tout le monde et ça permet surtout aux équipes en place, donc pour les sujets de grappe, ça permet de les fidéliser plutôt sur l'entreprise qu'entre eux. Et d'ailleurs, on a
des fonctionnements d'équipe qui, quand quelqu'un n'est pas en adéquation avec les comportements qui sont guidés par nos principes, et bien du coup, ils ont plutôt tendance à lever la main, et donc les collaborateurs quittent l'entreprise. Mais c'est aussi un modèle d'attractivité ou de rétention des collaborateurs. Et je finirai avec ça. Facebook l'a très bien montré avec un principe de pilotage où il disait move fast and break things. Donc en gros, on avance, on pète tout et on devient leader. Et une fois qu'ils sont devenus leaders, ils ont changé ce principe de pilotage en disant move fast with a stable infra. Donc en ne cassant surtout rien. Et tous les développeurs qui sont arrivés au début de Facebook continuaient de tout péter et ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus avoir une vitesse de développement qui était très rapide. Et donc la culture d'entreprise est au service de la stratégie de l'entreprise, je crois. Voilà. Merci Yann, de façon très concise. Je sais que vous avez un encadrement très serré de ce parcours collaborateur, de cette expérience collaborateur, en tant que vous le faites bien sûr dans votre réseau, donc en tant que franchiseur avec vos collaborateurs salariés, mais aussi vous déclinez en fait ces bonnes pratiques et en tout cas vous essayez d'insuffler auprès de vos franchisés. Est-ce que vous pourriez nous en parler très rapidement de ce parcours et quelles sont les actions concrètes et les guides que vous donnez en fait, la boîte à outils pour fidélité, qu'est-ce qui est important? Oui, alors très rapidement, la première chose, en effet, ça consiste à tout faire pour traiter le mieux possible dès le début de la relation le candidat collaborateur, que ce soit pour le siège, que ce soit pour le réseau. Donc, il n'y a rien de pire que de candidater à une offre et de ne pas avoir de réponse ou d'avoir l'email classique qui dit on accuse réception de votre candidature. Si dans 3 semaines on ne vous a pas rappelé, c'est qu'on vous retient pas. Donc on essaye d'apporter des réponses différentes et beaucoup plus sur mesure, y compris pour dire on vous retient pas. Et c'est un point positif déjà pour cette marque employeur également. Et puis ensuite, quand le collaborateur intègre le réseau, évidemment, il y a le sujet de l'onboarding. Alors, c'est plus facile pour nous au siège parce qu'on est une entreprise structurée avec beaucoup de collaborateurs. Donc, l'onboarding est bien pisté, bien fléché. Mais on a beaucoup travaillé sur l'onboarding pour les agences immobilières, qui sont des structures plus petites, avec des documents d'intégration des collaborateurs, un processus de formation également blended, donc formation en ligne et puis formation derrière soit en présentiel, soit en classe virtuelle, et puis beaucoup de rituels selon l'ancienneté du collaborateur également. Donc ça va évidemment du point du matin dans l'agence immobilière à la réunion hebdomadaire jusqu'au débrief de la fiche de paye lorsqu'on est commercial. C'est important le moment du salaire, de débriefer le salaire, de voir pourquoi le salaire est à ce niveau-là, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Est-ce qu'il convient au collaborateur et s'il ne convient pas, qu'est-ce qu'il aurait, à son sens, dû faire différemment, autrement dans son travail, que ce soit quantitatif et qualitatif. Évidemment, des parcours de formation. Et puis, le gros atout d'un réseau de franchise comme le nôtre, c'est l'ascenseur social, puisqu'on rentre négociateur immobilier, sans qualification nécessairement, sans expérience. Et puis, au fil des années, on est formé, on pratique, on renforce son savoir, on renforce son savoir-faire, on renforce son savoir-être. On peut prétendre à des fonctions de management lorsqu'on en a les compétences. On peut être associé ou s'associer avec son franchisé chef d'entreprise. Et on peut, in fine, et c'est de l'ascenseur, devenir soi-même chef d'entreprise. C'est une trajectoire assez classique chez nous d'un collaborateur qui rentre en bas de l'échelle et qui, une dizaine d'années après, se retrouve propriétaire, à racheter les agences immobilières de son patron qui lui-même a fini sa carrière professionnelle. Donc on fait tout pour orchestrer dans ce sens et donner de la trajectoire dans des PME et parfois des PME que sont les agences immobilières. Olivier, donc bon, il ne reste pas trop de temps, donc on va quand même finir sur ces points-là. On a vu le rôle du manager, on a vu le rôle de l'expérience du collaborateur. Dans les leviers aussi, il y a la reconnaissance, les récompenses. Est-ce que quels sont les mécanismes que vous mettez en place dans votre entreprise, alors que ce soit
dans votre... Salariés voilà, ou- exactement. Chez les salariés, ben, on crée beaucoup d'événements. Donc à la fois, on accélère le lien entre eux, donc on crée de la grappe et de l'appartenance, mais c'est plus que nécessaire. Et notre campus, il est à Montpellier, et la majorité de mes collaborateurs ne sont pas natifs de Montpellier. Donc, les autres collaborateurs sont encore plus importants dans leur lien social, parce que souvent, ils sont amis et collaborateurs, voire mari et femme après quelques années. Donc, c'est un challenge additionnel, bien évidemment, parce qu'il faut trouver ce juste équilibre. Donc, on a des tournois, on a comme toutes les entreprises. Et moi, vous avez compris, j'ai fait 20 ans d'étranger. Donc, on a pas mal de notions un peu anglo-saxonnes dans l'animation du groupe parce qu'ils ont quand même vraiment, ils sont assez novateurs. Et récemment, j'ai eu la demande, est-ce qu'on peut amener nos animaux de compagnie au bureau? Moi, j'ai dit oui, parce que chez IE, il y a des gens qui travaillaient avec un caméléon sur l'épaule, un serpent dans un aquarium, et c'est véridique, ou un chien sous son bureau. Et ça choquait personne chez les développeurs en informatique ludique. En fait, la majorité des collaborateurs ne sont pas d'accord actuellement en France parce qu'un chien, ça peut être sale, parce que c'est, enfin, pour plein de raisons. Donc on voit qu'il y a aussi une limite dans ce genre de démarche parce qu'elles doivent être acculturées. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a été le premier réseau de mandataires à ouvrir le capital du groupe à nos conseillers en immobilier indépendant. J'en ai 120, 130 qui sont actionnaires du groupe. Ça, c'était en 2017-2018. Je sais que d'autres ont suivi et je trouve que c'est un signe intéressant. Voilà, donc on a des mécaniques. Bien évidemment, il y a des conventions, des mini-conventions, des voyages pour les meilleurs commerciaux. Donc tout est aussi tourné autour de la réussite, de la convivialité, de la performance, du partage. On a beaucoup d'interagents au sein de nos réseaux parce qu'ils se sont rencontrés, ils se sont fait confiance, ils se sont reconnus comme des pairs. Donc oui, il y a beaucoup d'animation autour de ce sentiment d'appartenance. Merci Olivier. Donc on a vu ces 3 points, donc l'actionnariat, ses récompenses, le fait d'avoir des défis, etc., les trophées, les soirées. Il y a aussi le gros sujet de la formation, de l'évolutivité. Donc on va aller assez vite, peut-être Karine Marchand. Donc vous abordez cette notion de formation d'évolutivité d'une façon assez spécifique et intéressante. Si vous pouviez rapidement, voilà, nous en parler. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire, mais on va voir si c'est ça. Qu'est-ce que l'apprentissage voilà. Tout est apprentissage. Voilà, okay. De ce que je me souviens. C'est sur ça que je voulais aller, pardon. Effectivement, pour moi, la formation, c'est un état d'esprit. Étant DRH depuis de nombreuses années, j'ai entendu tout au long de ma carrière, la formation, elle est bien si elle est dispensée par un formateur payé pour ça. Moi, j'ai une autre vision qui est, certes, ça peut être absolument nécessaire d'avoir un formateur, mais tout moment est apprenant. Et c'est pour ça que je parle d'état d'esprit. Donc évidemment, on a une académie formation, on dépense beaucoup d'énergie, d'argent pour pouvoir former, et l'employabilité tant interne qu'externe qu'elle est essentielle. Mais pour moi, c'est plutôt comment on pense formation, comment on pense apprentissage. À partir du moment où vous êtes comme on le fait exactement aujourd'hui, alors presque comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire on apprend, nous, les uns des autres. Enfin, moi, je considère que c'est un moment apprenant pour moi. Je tâche de vous transmettre des choses, en tout cas du vécu et de l'expérience. En revanche, j'apprends aussi de ce que j'entends de mes collègues à côté. Peut-être que si on avait des questions, j'apprendrais aussi de vos questions. Et dès qu'on se place dans cet état d'esprit de dire finalement, tout moment dans l'entreprise, tout moment dans la relation professionnelle est un moment où je vais m'enrichir intellectuellement et je vais enrichir l'autre, bah déjà la question de la formation, je vais la vivre différemment et je ne vais pas me dire il faut que j'aille ou que j'achète de la formation pour tous mes salariés, même si on le fait par ailleurs et que c'est nécessaire. Et je renouerai juste un dernier point, formation et relation. On a été extrêmement surprise que pendant le Covid, on a continué à beaucoup former, mais bien sûr en digital, puisque c'était compliqué, on n'avait pas le droit de se mettre ensemble, il y a des masques, tout ça, des choses moches. Et quand on est sorti du Covid, on s'est dit on va continuer un peu sur cette trajectoire, parce que finalement, on a appris là aussi à faire des temps de formation plutôt courts, à la carte. Or,
la demande des salariés a été de dire non, on veut être ensemble et on veut apprendre en étant dans une salle au même moment parce qu'on s'enrichit de ce que le formateur nous transmet, mais aussi par les questions et par les relations avec les autres. Merci. Donc je crois qu'on a écoulé pas mal de temps. J'avais d'autres questions, mais il va falloir peut-être que je fasse une petite conclusion. Bon, on a vu les leviers, des approches différentes. Alors sur la formation, c'est vrai que ce qui n'a pas été abordé, mais je sais que nos intervenants parlaient beaucoup en fait d'individualisation de la formation, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins et des prévisions de compétences, je vais chercher quelque chose qui est adéquat et pas quelque chose qui est sur étagère, pour reprendre l'expression de Karine Marchand. Sachez, quoi qu'il arrive, que dans la fidélisation des collaborateurs, quand vous êtes performant, quand vous êtes satisfait dans votre travail, vous avez moins de chances de perdre vos collaborateurs que quand ils sont insatisfaits et non performants. Une chose qu'a révélé mon étude sur notamment les collaborateurs vendeurs, les transactionnaires, parmi les top performers, c'est-à-dire ceux qui rentraient beaucoup de mandats et faisaient beaucoup de ventes, ils disposaient en fait d'une compétence relationnelle, d'un capital relationnel. Et ça, on n'a pas eu le plaisir de l'aborder. Cette notion de savoir gérer la relation, de savoir-être et de formation à la savoir-être est quelque chose qui est déterminant dans la performance d'un collaborateur et donc dans sa fidélisation. Encore une fois, on revient à la relation interne, la relation avec les clients, cette capacité à la gérer. Et bien sûr, ce qui fait que vous êtes performant, c'est bien sûr votre formation technique. D'ailleurs, quand on parle de compétences relationnelles, c'est à la fois le savoir, savoir-faire, savoir-être, parce qu'on ne peut pas maintenir une relation si on ne sait pas répondre aux questions juridiques, techniques de toute façon d'un collaborateur. Voilà, donc peut-être un petit mot pour terminer pour les intervenants. Très rapidement sur un message que vous aimeriez faire passer sur ce sujet. Olivier ? Très rapidement, j'essaye de ne pas décorréler l'apprentissage de la formation, mais plutôt de considérer que le partage de bonnes pratiques est clé. Donc, on a des phases où on doit être apprenant, c'est plutôt la phase académique, et nous, on a une académie pour ça. Et puis, on a des phases où on doit apprendre du terrain. C'est mon coach, c'est mon responsable régional qui m'accompagne dans mon quotidien parce que c'est sur le terrain que j'ai à apprendre, à évaluer un bien, à améliorer ma relation client. Voilà. Et donc, c'est à nouveau, on ne peut pas se développer que sur l'un ou sur l'autre, sauf si on est hyper technique. Mais ça s'appelle un sole contributor et il travaille plutôt dans son coin. Et nous, on a beaucoup, beaucoup de travail en relation et y compris finalement la formation dans l'état d'esprit et le comportement sont clés. Et d'ailleurs, j'ai fait venir pour nos managers, ils ont travaillé 2 ou 3 jours avec un comportementaliste et c'était très intéressant. Tout à fait. Merci Olivier. Thomas, rapidement. Très rapidement. Non, mais en fait, je pense que la performance est importante. Il faut être au bon endroit, avec les bonnes missions et l'envie. Je pense que si on prend un cercle et qu'on regarde la zone de confort, il ne faut pas être totalement au centre de la zone de confort, sinon on s'endort. Il ne faut pas être totalement en dehors, sinon c'est très inconfortable. Et du coup, il faut être plutôt proche de la limite, justement, pour être dans une phase de développement. Et donc, du coup, je pense que c'est important de continuer de mettre le collaborateur dans cette situation, entre guillemets, un peu d'inconfort, pour lui permettre de se développer, puisqu'il est dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas parfaitement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, du coup, dans la construction du management ou des objectifs qu'on peut donner à ces équipes, ou même d'un entrepreneur qui est dans l'immobilier. Et du coup, en revanche, si on est exigeant comme ça vis-à-vis des collaborateurs, il faut de l'autre côté apporter un dispositif, dont tu le disais Olivier, et dans le dispositif qu'on peut apporter, pareil, on a monté des choses. Je pense qu'il faut avoir la bonne technologie pour être vraiment outillé, il faut avoir la bonne formation pour avoir les bonnes compétences. Il faut du coaching, et donc on a une équipe de coaching chez nous, et donc du coaching pour justement accompagner la personne au fil de sa vie dans l'entreprise
même s'il a les bons outils et les bonnes compétences, il y a parfois des coups de mou, parfois on veut se rechallenger, on veut apprendre d'autres choses. Et puis ensuite, il faut de la communauté. Donc il faut des personnes autour de soi qui soient challenging, qui nous tirent vers le haut et qui nous rendent aussi heureux, qui nous font marrer et avec qui on a envie de passer du temps, quoi. Donc, je dirais technologie, formation, coaching et communauté. Qui nous font marrer. C'est vrai que, on ne l'a pas abordé, mais l'humour au sein de l'organisation est un fort facteur de bien-être au travail. Yann, en quelques mots. Très rapidement, en quelques mots aussi. On a parlé en effet de culture entreprise, on a parlé de sens, on a parlé de management, on a parlé de montée en compétences. On a parlé aussi de cadre de travail, qui est un sujet déterminant. Offrir à ses collaborateurs pour les fidéliser, puisque c'est le sujet de cette conférence, un cadre de travail qui soit confortable, qui soit agréable. Et au niveau des agences immobilières, c'est souvent un investissement et un travail compliqué, parce que le mètre carré coûte extrêmement cher. Et puis, puisqu'on est au rent, en effet, leur mettre à disposition les outils qui leur permettent de gagner en productivité au quotidien et de se concentrer sur la relation aux autres, la relation à leurs clients, la relation à leurs collaborateurs, la relation à leurs homologues et la relation à leur entreprise. Karine Marchand. Je me suis exprimée déjà sur la formation. Peut-être juste un petit point de conclusion d'un truc sur lequel je ne me suis pas exprimée et qui est important pour moi. On parlait de cycle de vie tout à l'heure. Je pense que le cycle de vie, il ne se fait pas sur un plan générationnel, il se fait sur un plan âge. Il y a des tranches d'âge qui sont plutôt confrontées à telle problématique personnelle, telle autre tranche avec des rythmes de vie finalement personnels qui viennent impacter directement l'entreprise plus que des effets générationnels. Et donc je vais très vite. Quand vous êtes jeune diplômé, vous avez des considérations, vous le disiez tout à l'heure, et après, est-ce que je peux emprunter, est-ce que je peux, voilà. Et puis quand vous arrivez sur les quinquas et plus, vous avez des enfants qui sont des jeunes adultes qui posent un certain nombre de problèmes, vous devenez proche aidant avec vos parents, etc. Et tous ces sujets sont des cycles de vie à l'intérieur même d'un individu et qu'il nous faut adresser et pas simplement se dire les jeunes ils sont comme ça, les quadras ils sont comme ça et les quinquas ils sont comme ça. Oui, non, tout à fait. Alors, je suis d'accord avec vous. Je vais mettre un bémol. Effectivement, on peut avoir ses enfants à 25 comme à 40 ans. Donc, voilà, c'est pas qu'une question d'âge. Même si, sur des tendances de grand nombre, on a quand même des moyennes. Mais effectivement, on ne peut pas se référer à la moyenne et regarder au cas spécifique. Bien, écoutez, nous avons essayé d'aborder ce sujet-là avec vous. Nous vous remercions pour votre attention. Et je tiens à remercier nos 4 intervenants, Karine Marchand, Yann Géano, Thomas Venturini, Olivier Concombe, qui nous ont fait l'honneur de partager leur expérience. Merci beaucoup.